Alors depuis qu'on est dans cette pensée-là, ben oui, tout ce qui est musulman est mauvais, mais si vous allez en terre d'islam, vous voyez bien que la pensée musulmane est très différente d'un pays à l'autre, et qu'elle était très différente dans le temps. C'est pas une unité tout ça. D'accord, mais il y a un élément qui est important, c'est qu'au fond, ces terroristes ont tué plus de musulmans que de non-musulmans. Oui, bien plus, oui. Quand vous allez en terre d'islam, que vous parlez des djihadistes, les gens ont peur. Parce qu'ils savent que c'est eux qui sont menacés. On nous dit que la franc-maçonnerie du rite écossais ancien est acceptée à 33 degrés et c'est fini. Et en fait, au-dessus de ça, vous avez une maçonnerie qui s'appelle le bénébérite, interdite aux non-juifs. C'est très clair. Interdite aux non-juifs, seuls les juifs de sang de la mer, etc., peuvent y rentrer, et il se trouve que, alors, ils répondent, non, mais ça n'a pas de lien, etc. Bon, non seulement ça en a un, mais j'ai retrouvé les preuves des chartes signées entre Albert Pike, qui est celui qui est l'auteur d'ailleurs du fameux dogme rituel de la franc-maçonnerie, qui est un des livres phares des maçons de haut grade. Eh bien, Pike, avec le bénébérite, ont fait un accord de réciprocité qui a été signé en bonne et due forme. Alors, il faut savoir que Pike, le fameux Pike, était aussi un des grands maîtres du Ku Klux Klan. Mais attendez, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Parce que non seulement, alors d'ailleurs le triple K de Kadosh, du 30e degré, fait aussi référence au Ku Klux Klan. Mais vous allez voir beaucoup mieux, c'est que le bénébérite aussi a eu des liens avec le Ku Klux Klan. Les bénébérites ne sont qu'un pis-aller. Partout, la maçonnerie peut avouer sans danger qu'elle est juive par nature et par fin, des loges ordinaires suffisent à la tâche. Alors là, je vous donne mes sources, évidemment. Cet extrait du Bénébérite Magazine, du volume, je crois, 63, voilà, signé par le frère Magnien, etc., etc. La maçonnerie est une institution juive dont l'histoire, les degrés, les fonctions, les mots de passe et le catéchisme sont juifs du début à la fin, à l'exception d'un grade intermédiaire et de quelques mots dans l'engagement. Ça, ce sont les publications de Jewish Society à Philadelphie, 3 août 1855. Il faut savoir qu'en plus, le président du Bénébérite, dans les années 1860, s'intitulait Grand Nazi. Ça a l'air d'une blague, parce que vous allez me dire, mais comment on peut s'intituler Grand Nazi en 1868? Il faut savoir que c'était des titres qui se donnaient eux-mêmes comme princes de l'exil du temps de Babylone, et donc voilà. Alors ça, je pense, c'est quand même intéressant. Donc le grand secrétaire s'appelait Grand Sar, et le grand président s'appelait Grand Nazi. Bon. La religion chrétienne est fondamentalement créée à partir de juifs. La religion chrétienne est fondamentalement créée à partir de juifs. Elle n'existe qu'en puisant à l'intérieur même de l'essence d'Israël. Jésus est juif, les apôtres sont juifs. Toute l'époque de l'Évangile est juive. L'église de Jérusalem, premier exil de la chrétienté, est juive. Ils sont tous juifs. Aussi incroyable que ce soit, ils ont tous une barbe, des papillotes, ils sont tous circoncis, ils mangent tous kasher, ils font tous Shabbat. Tous Shabbat. Le chrétien qui oserait imaginer que Jésus et les apôtres ne mangeaient pas kasher et ne faisaient pas Shabbat, est soit un ignorant total, soit d'une mauvaise foi inimaginable. J'ai tapé Henri de Prusse. Albert Guillaume Henri de Prusse, prince de Prusse et d'Allemagne, est né le 14 août 1862 à Berlin et est décédé 20 avril 1929 au manoir Emelmark, fils de l'empereur Frédéric III d'Allemagne et de la princesse Victoria du Royaume-Uni. Voilà, donc, et il est le frère aîné il est le frère cadet du Kaiser Guillaume II. Guillaume II. En fait, là, carrément, on a un lien entre Angleterre, Allemagne, dans le début de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, c'est la descendance des Templiers. Vous avez vu ce que j'ai lu, ce qu'il fallait faire pour entrer dans l'ordre. On parle de choses dégoûtantes sexuelles, de cracher sur Aïssa, de voler, de tricher, d'assassiner. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. C'est un peu ça aujourd'hui. C'est même la même chose. Et en fait, j'ai continué, moi, à lire. Et en fait, leur but, c'était de détruire
toutes les nations. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est exactement ce qu'ils font. En fait, c'est qu'une vengeance. Vous vous rappelez quand Notre-Dame a brûlé à Paris? Je vous l'ai dit plein de fois dans les lives. En fait, la date où Notre-Dame a brûlé à Paris, ça correspond à la date où Saint-Louis, c'est Louis IX, a brûlé le Talmud sur le parvis de Notre-Dame. Mais quelques siècles plus tard, tu vois, ils se vengent. Ils n'oublient pas les dates, en fait. Tu vois, en 1307, ils sont tous fait exterminer. Et puis en 1789, le même jour du même mois, le 5 octobre, ils ont fait la révolution. Le légat du pape fit conduire en prison le grand maître et Guy, qui s'était aussi rétracté. Le soir même, ils furent brûlés tous les deux à la pointe de l'île du Palais. C'est à Paris, ça? L'île du Palais, c'est-à-dire à l'endroit où était jadis la statue équestre d'Henri IV. 69 chevaliers périrent du même supplice à la porte de Saint-Antoine. Toujours à Paris, je pense. Et tout le monde sait qu'à la fin du jour, leurs compagnons et amis se déguisèrent en maçons. Vous voyez pourquoi la franc-maçonnerie? Se déguisèrent en maçons pour aller recueillir leurs cendres, qui furent soigneusement renfermées dans des urnes et transportées dans différentes villes du royaume. Jacques Molay ajourna Philippe le Bel et le pape Clément V à comparaître dans l'année devant Dieu, et ces deux souverains moururent dans les termes indiqués par lui. Cela n'a rien d'étonnant, puisqu'il est vrai que les Templiers échappés avaient juré de venger leur chef. Ils envoient deux personnes qui surveillent la personne. Ils l'épient. L'épient. C'est-à-dire tous les membres du tribunal étaient masqués dans les lieux de leur séance. Donc ça, c'est les chefs. Ils étaient inconnus de leur qualité de juge. C'est-à-dire, on ne sait pas qui ils sont, quoi. Ceux qui, après 3 citations du tribunal, ne composaient pas, étaient condamnés à mort. Donc tous ceux qui n'allaient pas dans le sens de leur truc étaient condamnés à mort. Les exécuteurs de ces jugements étaient des jeunes gens, aspirant au grade plus élevé, et dont les premiers vœux étaient une obéissance aveugle aux ordres de leurs supérieurs. La moindre faiblesse de leur part était punie de mort. Dès le moment où quelqu'un était condamné par le tribunal, 2 de ces jeunes gens s'attachaient à ses pas, le surveillaient, l'observaient nuit et jour, et ne pouvaient paraître devant leur maître qu'après avoir exécuté la sentence. Ces jeunes fanatiques marchaient à tour de rôle, et l'histoire nous fournit la preuve que plusieurs d'entre eux se sont trouvés forcés d'être les bourreaux de leur père ou frère. Une soumission aveugle et l'abnégation de tout ce qui lie les hommes par le sang et par l'amitié était la principale vertu commandée par les statuts du tribunal. Si les surveillants laissaient échapper une victime désignée par le tribunal, il n'y avait pas de salut pour eux, car ils étaient signalés sur le champ aux nombreux frères. Et le devoir de tous ceux qui les reconnaissaient était de les poignarder. C'est dingue, hein? Cette abolition est suivie de plusieurs jours d'activité des députés qui rédigent alors la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, adoptée le 26 août. Cette nuit du 4 août, et cette Déclaration des droits de l'homme, elles ne sont pas sorties de nulle part. Elles ont été préparées. Elles ont été préparées dans des clubs où se réunissent les députés patriotes. Comme beaucoup d'autres, Robespierre adhère au Club breton, qui se réunit au Café Amaury à Versailles. Lors de l'installation de l'Assemblée à Paris en octobre 1789, il rejoint la Société des Amis de la Constitution, située dans le couvent des Jacobins, d'où le nom plus connu de Club des Jacobins. La Constituante décide d'adopter une loi martiale permettant à une municipalité d'autoriser la garde nationale à ramener l'ordre en tirant sur la foule après sommation. Et ils passent leur nuit et leur matin à préparer les textes qu'ils vont lire, les lois qu'ils vont proposer ou auxquelles ils vont s'opposer. C'est une vie de dingue. Pendant les débats d'août et de septembre, un clivage émerge au sein de l'Assemblée constituante entre les députés favorables au maintien du pouvoir du roi et d'autres partisans de sa limitation. C'est de là que naît l'opposition droite-gauche. C'est à cette époque qu'apparaît la Société des Amis des droits de l'homme. Elle s'installe dans l'ancien district des Cordeliers et on la connaîtra sous le nom de Club des Cordeliers. Au sein des Cordeliers, une personnalité va prendre beaucoup d'importance. C'est un autre avocat de province, un certain Georges Danton, au sujet duquel va s'écrire, à l'inverse de Robespierre, une sorte de légende dorée. Plus que discutable, abjecte. On va y venir. Danton était absent des États généraux.
Il était absent de la prise de la Bastille. Mais dans la nuit du 15 au 16 juillet, il est entré en action. À la tête d'une patrouille, il s'est pointé à la Bastille, placée sous le contrôle de l'électeur Soulès. Et il a fait enlever Soulès sous un motif inconnu. Soulès est libéré le lendemain, sur intervention de Lafayette. Personne n'a jamais compris pourquoi Danton a fait ça. Un discours véhément au club des Cordeliers qui impressionne tout le monde. Le premier de nombreux. Et Danton va devenir membre du département de Paris. C'est Mirabeau qui l'a repéré et qui lui a permis d'obtenir ce poste. Le premier temps va se faire un plaisir d'arnaquer tous ceux qui croient l'acheter. Le cousin de Louis XVI, par exemple, Philippe d'Orléans, député de la noblesse, rallié aux tiers états, plus tard appelé Philippe Égalité, que Danton va beaucoup fréquenter, qui votera à la mort de son cousin et qui s'imaginait reprendre, sinon le pouvoir, au moins la régence. Mais aussi l'Angleterre, qui avait vu la France s'opposer à elle dans la guerre d'indépendance américaine, qu'il avait mauvaise, et qui se félicitait de voir la puissance française potentiellement affaiblie par la Révolution. Une lettre d'Anne César de la Luzerne, l'ambassadeur français à Londres, datée du 29 novembre 1789, évoque Danton comme un agent acheté du gouvernement anglais. Pour Danton, la Révolution est un business. Le marquis de Lafayette se crut destiné à remplir dans la Révolution française le rôle que son ami Washington avait joué dans la Révolution américaine. L'histoire de la Révolution est aussi une histoire de la corruption. De choses horribles qu'ils ont été pourchassés par les rois, exterminés dans pratiquement tous les pays d'Europe. Ils sont la cause. Enfin, la révolution de 1789, c'est la vengeance des Templiers de 1307. C'est leur vengeance. Ouais. Ensuite, la seule petite partie qui a échappé au supplice de la mort, elle s'est réfugiée en Allemagne. On a eu le Troisième Reich. Enfin, tout est lié, si tu veux. Tu vois, il n'y a rien au hasard.